La salle du conseil trembla lorsqu'une nouvelle explosion déchira le mur nord. L'ambassadeur Raltos s'agrippa à son siège de ses doigts palmés, observant les débris flotter devant le champ de force d'urgence. Autour de lui, des représentants de 12 espèces hurlaient de panique, leurs interprètes créant un chaos de voix superposées. Les Vatrins ont pénétré dans le secteur 9, annonça le conseiller Mévros, dont le teint gris se transforma en une pâleur extrême. Notre flotte de défense a disparu entièrement. Raltos observa l'écran holographique flottant au-dessus de la table ronde. Des marqueurs rouges indiquaient la présence de vaisseaux russes Vatrins, des centaines, encerclant leur position. Les marqueurs bleus des vaisseaux du Conseil s'éteignaient un à un. En 3 jours, les monstres insectoïdes avaient détruit ce qui avait nécessité 3000 ans de construction. Nous devons capituler, déclara le haut chancelier Vormak, les avant-bras tremblants. Peut-être auront-ils pitié. Les Vatrines ne connaissent pas la pitié, répondit Raltos d'une voix calme. Son peuple, les Méridés, avait étudié toutes les espèces de la galaxie connue. Les Vatrines conquéraient, dévoraient et passaient à autre chose. Les espèces de la galaxie connue. Les Vatrines conquirent, dévorèrent et passèrent à autre chose. Aucune négociation ne serait possible. Une autre conseillère prit la parole, son corps cristallin reflétant les gyrophares rouges. Qu'en est-il des vaisseaux lourds, Brektar ou des boucliers aquiliens? Détruits, répondit Mévros. Les Brektar livrèrent leur ultime bataille au Mont de Forge. Les Aquiliens ont sacrifié toute leur flotte pour nous donner le temps d'évacuer les civils. Du temps. Ce mot planait comme une sentence de mort. Il leur restait peut-être 6 heures avant que les Vatrines ne percent le dernier anneau de défense. Raltos avait pris une décision 3 heures plus tôt. Il n'en avait pas informé le Conseil. Il l'aurait arrêté, voire exécuté sur le champ. Mais en observant ses collègues conseillers débattre de solutions impossibles, il sut qu'il avait agi correctement. Il avait envoyé un message sur la fréquence interdite. 500 ans auparavant, le Conseil avait découvert un système stellaire jaune aux confins de la galaxie. La 3e planète abritait la vie, une vie avancée. Mais lorsque les équipes d'exploration s'approchèrent suffisamment pour scanner la planète, elles prirent de la fuite, terrifiées. La planète était un cauchemar, une gravité si intense qu'elle écraserait la plupart des espèces du Conseil. Des phénomènes météorologiques engendraient des tempêtes gigantesques capables de raser des villes. Des océans grouillaient de prédateurs chassant en meute. La Terre était peuplée de créatures gissiers aux griffes acérées, aux crocs acérés et aux venins venimeux. Et à la tête de tout cela régnait une espèce qui se nommait humaine. Le Conseil les avait observés de loin. Ces humains n'avaient ni armure naturelle, ni morsure venimeuse, ni peau épaisse. Ils étaient faibles et fragiles, et pourtant, ils occupaient le sommet de la chaîne alimentaire de leur planète. Ils chassaient des animaux 10 fois plus gros qu'eux. Ils ont survécu dans des étendues glacées et des déserts brûlants. Ils ont fait de leur monde entier leur territoire. Le Conseil avait pris une décision unanime. Ne jamais contacter la Terre. Ne jamais révéler aux humains l'existence de cette galaxie lointaine. Ils étaient trop dangereux, trop imprévisibles, trop violents. Les données de l'étude étaient classifiées au plus haut niveau. Une zone de quarantaine fut établie autour de leur système. Seuls 3 membres du Conseil savaient que les humains existaient. Raltos était l'un d'eux. 3 heures auparavant, il avait diffusé un message sur Terre, sur toutes les fréquences de communication humaine. Un message simple, dans leur langue principale. Nous sommes le Conseil galactique. Nous sommes attaqués. Nous avons besoin d'aide. Voici nos coordonnées. Il avait commis le crime le plus grave selon la loi du Conseil. Il avait contacté les habitants du monde de la mort. Nous avons besoin d'aide. Message standard. Message reçu. Flotte en approche. Heure d'arrivée estimée. 72 heures. 72 heures. Il n'avait pas 72 heures. Reltos se leva de sa chaise. Ses branchies frémirent d'une énergie nerveuse. « Conseiller, dit-il d'une voix perçante, j'ai commis un acte de trahison.
Un silence de mort s'abattit sur la salle. Tous les regards se tournèrent vers lui. J'ai contacté une espèce mise en quarantaine. Je leur ai communiqué notre position. Ils envoient des renforts militaires. Le visage du haut chancelier Vormak passa du gris pâle au violet foncé. Quelle espèce? Les Krell? Les Daxnor? Les humains du système solaire? La réaction fut immédiate. La moitié des conseillers hurlèrent. 2 s'évanouirent. Mavros se jeta sur Raltos par-dessus la table, mais le champ de force entre leurs sièges l'arrêta. « Vous nous avez tous condamnés », murmura Vormak. « Les humains. Vous avez appelé les humains. »« J'ai appelé quelqu'un qui a répondu, » répondit Raltos. « Les Krell n'ont pas répondu. Les Daxnor sont trop loin. Les Vatérines vont tous nous tuer en quelques heures. Mais les humains ont dit qu'ils arrivent. Ils vont nous réduire en esclavage, s'écria un autre conseiller. Les données de l'enquête ont montré que ce sont des guerriers, des prédateurs. Ils se sont livrés à des guerres sur toute leur planète pendant des millénaires. Et c'est peut-être ce dont nous avons besoin, dit Raltos d'une voix calme. Nous avons vécu en paix si longtemps que nous avons oublié comment combattre véritablement. Nos armes sont conçues pour neutraliser, non pour détruire. Nos tactiques privilégient la réduction des pertes. Les Vatrins n'ont pas de telles limitations. Je propose une arrestation immédiate, déclara Vormak. Raltos a violé la directive principale. Il doit être détenu jusqu'à son procès. Mais avant que le vote ne puisse avoir lieu, l'affichage holographique changea. La voix de l'officier tactique, aiguë et paniquée, retentit dans les haut-parleurs. Les capteurs longue portée ont détecté plusieurs vaisseaux entrant dans le système. Configuration inconnue. Ils se déplacent à des vitesses impossibles. Des renforts Vatrines, murmura quelqu'un. Négatif, répondit l'officier tactique. Ces vaisseaux viennent du système solaire. Et, conseiller, ils sont plus nombreux que prévu. Beaucoup plus nombreux. Raltos consulta les données des capteurs sur son écran personnel. Ses branchies restèrent immobiles, tandis qu'il fixait les chiffres. Les humains n'avaient pas envoyé une petite force de secours. Ils avaient envoyé une flotte, des dizaines de vaisseaux gigantesques, chacun plus grand que tout ce que le Conseil avait jamais construit. « Combien » demanda Vormak. « 47 vaisseaux capitaux » rapporta l'officier tactique. « Des centaines de vaisseaux plus petits, et qu'ils ne ralentissent pas. Ils foncent droit sur le blocus vatérin à toute vitesse. » La salle sombra à nouveau dans le chaos. Certains conseillers étaient soulagés, d'autres étaient terrifiés. Mavros hurlait des invectives sur les protocoles et les procédures, mais Relto, le cœur battant la chamade, se contentait de regarder l'écran. Un nouveau message apparut sur son panneau, diffusé sur toutes les fréquences du Conseil, dans toutes les langues. Il fut reçu simultanément par chaque vaisseau, chaque station, chaque avant-poste restant. Ici le capitaine Rivera du vaisseau terrien Indomitable, commandant la flotte expéditionnaire humaine. Nous avons reçu votre appel de détresse. Nous sommes là pour vous aider. Maintenez votre position. Nous arrivons. La voix était féminine, calme et assurée. Comme si pénétrer dans une zone de guerre avec un ennemi, ayant anéanti des flottes entières, était une simple formalité. Vormak fixait l'écran holographique qui montrait la flotte humaine approchant. « Qu'as-tu fait, Raltus » L'ambassadeur Myrdai observa les marqueurs bleus, symboles des vaisseaux humains, foncés vers l'essaim rouge des Vatrines. « Je nous ai donné une chance, ô chancelier. Les Vatrines n'ont jamais affronté d'espèces prédatrices. Espérons qu'ils ne soient pas préparés à ce qui vient d'un monde mortel. » La flotte humaine pénétra dans la zone de portée du blocus Vatérine. Tous les capteurs de la salle se verrouillèrent sur ce point de l'espace. Le Conseil retint son souffle. La bataille pour le Conseil galactique allait commencer. Et pour la première fois en 3000 ans de paix, ils allaient voir à quoi ressemblaient de véritables guerriers. Le capitaine Rivera se tenait sur la passerelle de l'ESS Indomitable, les yeux rivés sur l'écran principal, devant laquelle s'étendait un spectacle qui aurait dû être impossible. Des vaisseaux extraterrestres, des centaines, engagés dans un combat acharné. Des explosions retentissaient et silencieusement dans le vide, telles des fleurs de mort. Analyse. Lieutenant Okoro.
ordonna-t-elle d'une voix calme, malgré l'excitation qui la parcourait. Premier contact. Après des siècles d'incertitude quant à la solitude de l'humanité, ils avaient enfin leur réponse, et ils s'étaient retrouvés en plein conflit. Les doigts d'Okoro dansaient sur sa console, affichant des données tactiques. Le jeune officier de Lagos avait été major de sa promotion en stratégie navale. À présent, son éducation était mise à l'épreuve face à des ennemis qu'il ne comprenait pas. Capitaine, j'ai identifié 2 groupes distincts. La force la plus importante semble être l'agresseur. La configuration du vaisseau suggère une biologie insectoïde. Blindage lourd, armes à base d'acide, supériorité numérique écrasante. D'après les données de l'appel de détresse, ils sont désignés comme Vatrines. Et les défenseurs? Plusieurs espèces, capitaine. Au moins 12 modèles de vaisseaux différents. Leurs armes sont sophistiquées mais peu puissantes. Leur puissance de feu suggère qu'ils sont conçus pour neutraliser plutôt que pour détruire. Leurs tactiques sont défensives, axées sur la minimisation des pertes. Rivera se pencha en avant sur sa chaise. Ils se battent comme s'ils n'avaient jamais connu de véritable guerre. Tout à fait d'accord, capitaine. Les Vatrines exploitent cette faiblesse. Ils acceptent de lourdes pertes pour submerger les positions défensives. Les défenseurs battent en retraite, plutôt que de risquer des pertes. Le combat est déséquilibré. Sur l'écran, un élégant vaisseau argenté aux courbes organiques était encerclé par 6 croiseurs Vatrines. Ses boucliers vacillaient sous les tirs d'acide qui s'écrasaient contre la barrière. Le vaisseau tentait manifestement de battre en retraite sans riposter, alors même qu'il était mis en pièces. Communication. Ouvrez un canal vers la flotte Vatrine, ordonna Rivera. Son officier de communication, une jeune femme nommée Diaz, parut hésitante. Capitaine, nous ne disposons pas encore de leur protocole linguistique. Diffusé alors sur toutes les fréquences et selon les normes du Conseil. L'appel de détresse était dans leur langue. Quelqu'un comprendra. Rivera s'éclaircit la gorge. Attention, force Vatrine. Ici le capitaine Rivera de la flotte humaine. Vous attaquez une civilisation qui a demandé de l'aide. Retirez-vous immédiatement ou vous en subirez les conséquences. Un silence s'installa. Puis une réponse parvint. L'IA de traduction peinait à convertir les cliquetis et les crépitements en anglais. La voix qui s'éleva était froide et amusée. Humains, nous avons entendu parler de votre quarantaine. Le Conseil vous craint tellement qu'il vous a cachés comme des enfants dangereux. Mais vous restez des proies, vous avez simplement pénétré sur un terrain de chasse plus vaste. Nous sommes Vatrines, nous ne nous retirons pas, nous consumons le canal coupé. Sur l'écran, les boucliers du vaisseau du Conseil d'Argent s'effondrèrent en temps fin. L'atmosphère commença à s'évacuer. La mâchoire de Rivera se crispa. Ciblez les vaisseaux Vatrines qui attaquent ce vaisseau. Tire sur la cible Alpha. Ciblage en cours, confirma l'officier d'armement. Feu! Les canons électromagnétiques de l'indomptable crépitèrent. Non pas des armes à énergie comme celles utilisées par le Conseil, mais des projectiles d'uranium appauvris accélérés à des vitesses relativistes. La distance parcourue fut atteinte en quelques secondes. Le premier tir transperça le blindage d'un croiseur vatérien comme du papier, l'impact cinétique déchirant le vaisseau en deux. Les deuxième et troisième tirs mirent Orkney hors de combat 2 autres vaisseaux avant même qu'ils ne comprennent ce qui s'était passé. Le champ de bataille tout entier sembla figé. Les Vatrines venaient d'assister à l'impossible. Des armes qui ignoraient donc les boucliers, des dégâts irréparables. Destruction totale en un seul coup. À bord du vaisseau amiral du Conseil, l'amiral Kelno, sous le choc, fixait son écran tactique. Les branchies de l'alien aquatique frémissaient tandis qu'il assimilait ce qui venait de se produire. 3 croiseurs Vatrines détruits en quelques secondes par des armes qu'il ne comprenait pas. Scanner ces vaisseaux humains, ordonna-t-il à son officier tactique. Je veux savoir à qui nous avons affaire. Les résultats ne tardèrent pas et étaient incompréhensibles. Amiral, les vaisseaux humains utilisent des armes à projectiles, des canons à plasma. Aucune signature énergétique, pas de plasma, juste du métal se déplaçant à des vitesses incroyables. Primitif, vous savez, murmura Kalnos.
Mais les armes primitives ne perçaient pas le blindage des Vatrines de cette façon. Une autre donnée attira son attention. Amiral, la coque de leur vaisseau. Les relevés de densité sont extrêmes, et leur vaisseau évolue dans des conditions qui écraseraient les nôtres. Regardez les relevés de gravité interne. Kelnos examina les données. Il sentit un frisson le parcourir. Les vaisseaux humains fonctionnaient à une gravité 10 fois supérieure à celle d'un vaisseau standard du Conseil. Leurs équipages évoluaient dans des conditions qui auraient tué son peuple en quelques minutes. Rien d'étonnant à ce que leurs vaisseaux soient si denses, si lourds, si robustes. Ils étaient construits selon les normes d'un monde à gravité extrême, un monde mortel. À bord de l'Indomitable, Rivera recevait des informations similaires concernant les vaisseaux du Conseil. Okero avait compilé une analyse complète. Capitaine, les espèces du Conseil sont fragiles. La plupart ont évolué sur des mondes à faible gravité et au climat stable. Leurs vaisseaux sont conçus pour le confort, non pour le combat. Leurs armes sont conçues selon un principe de guerre civilisée que les Vatrines ne partagent manifestement pas. Montrez-moi les tactiques des Vatrines, ordonna Rivera. Okoro présenta un aperçu tactique. Ils utilisent des tactiques d'ESM, misant sur le nombre pour les submerger. Leurs vaisseaux sont biologiques, capables d'une régénération limitée. Ils utilisent des armes à base d'acide qui corrodent que les boucliers standards. Et ils ne craignent pas les pertes. Pour chaque vaisseau Vatrine détruit, ils semblent prêts et en perdre 2 autres pour atteindre leur objectif. Rivera observa la scène. Ils se battent comme des fourmis légionnaires. Implacables, brutaux, prêts à sacrifier l'individu pour la colonie. Comment pouvons-nous contrer cela, capitaine? Rivera esquissa un sourire sombre. Nous allons leur montrer ce qui arrive quand des fourmis légionnaires rencontrent un fourmilier. À la barre, amenez-nous au cœur de la formation Vatrine. Pleine vitesse, hésita le timonier. Capitaine, cela nous mettra à portée de centaines de vaisseaux ennemis. C'est le but. Communication, signalée à la flotte. Formation Delta, nous allons donner une leçon aux Vatrines sur les prédateurs. La flotte humaine, composée de 47 vaisseaux capitaux et de centaines de chasseurs, changea de cap. Au lieu d'engager le combat à distance comme les vaisseaux du Conseil, elle fonça droit sur les Vatrines. Ce geste défiait toutes les tactiques conventionnelles. Il était agressif, dangereux et totalement inattendu. À bord du vaisseau amiral de la reine Vatrine, au cœur même de l'essaim, les alarmes retentissaient. Les humains ne se comportaient pas comme des proies. Ils attaquaient comme des super-prédateurs fonçant droit sur le centre de la formation. « Encerclez-les !» ordonna la reine, sa silhouette massive se mouvant sur son trône bio-organique. Ils seront anéantis pour leur arrogance. Mais alors que les vaisseaux Vatrins s'approchaient, s'attendant à des cibles faciles, ils découvrirent leur erreur. Les vaisseaux humains ne comptaient pas uniquement sur leurs boucliers. Leur blindage, épais de plusieurs mètres, était conçu pour résister aux impacts et aux radiations qui auraient vaporisé les vaisseaux du Conseil. Les armes acides Vatrines éclaboussaient les coques et glissaient, incapables de pénétrer suffisamment profondément. Et les armes humaines continuaient de tirer. Canons électromagnétiques, missiles, réseaux laser conçus pour percer les ceintures d'astéroïdes. Chaque tir était calculé pour une destruction maximale. Pas de tir de neutralisation, pas de tir de sommation. Les humains se battaient pour gagner. Dans la salle du Conseil, Raltos observait le déroulement de la bataille sur l'écran holographique. À ses côtés, le haut chancelier Vormak demeurait figé dans un silence stupéfait. « Ils se battent comme des démons », murmura Vormak. « Ils se battent comme des survivants », corrigea Raltos. « Voilà ce que signifie évoluer sur un monde qui cherche à vous anéantir chaque jour. On apprend à se défendre. » Sur la passerelle des Indomptables, Okoro annonça « Capitaine, nous avons perdu nos boucliers sur les ponts 7 à 9. Intégrité de la coque à 85%. Nous sommes sous le feu ennemi de toutes parts. Barre, pivotée de 90 degrés. Exposez notre blindage ventral. Artillerie,
visaient leurs vaisseaux de commandement, les gros au centre. L'imposant cuirassé pivota, offrant un blindage frais aux tirs ennemis, tandis que ses canons traquaient de nouvelles cibles. Une salve complète de canons électromagnétiques jaillit, chaque projectile porteur d'une énergie cinétique suffisante pour fissurer une petite lune. 4 croiseurs lourds Vatrine explosèrent, et soudain, l'essaim Vatrine cessa d'avancer. Ils hésitaient. Rivera ouvrit de nouveau un canal de communication. « Reine Vatrine, vous vouliez voir à quoi ressemblent les prédateurs. Vous le savez maintenant. Retirez-vous, ou nous vous montrerons à quoi ressemble l'extinction. » La réaction fut un cri de rage, suivi d'autre chose, la peur. Le commandant Hastings vérifia une dernière fois l'étanchéité de son blindage avant le lancement de la capsule d'abordage. Autour de lui, 20 marines de l'Indomitable se préparaient à ce qui allait être le premier combat terrestre de l'humanité contre une espèce extraterrestre. La capsule dans laquelle il se trouvait était en réalité un projectile blindé conçu pour perforer la coque des vaisseaux ennemis. « Écoutez-moi bien », dit Hastings. Sa voix résonna dans le réseau de communication de l'escouade. D'après les renseignements, les vaisseaux Vatrine sont biologiques, autrement dit, les couloirs pourraient ne pas être de simples couloirs. La gravité pourrait être instable, l'atmosphère sera assurément toxique. Gardez vos combinaisons étanches et surveillez vos arrières. Le caporal Yuki de Tokyo vérifia son fusil. Et les insectes MAMS eux-mêmes, commandant? Les mêmes règles qu'avant. 2 balles dans le torse, 1 dans la tête. S'ils ne tombent pas, utilisez des grenades. Si les grenades ne fonctionnent pas, utilisez le chalumeau à plasma. Et si cela ne fonctionne toujours pas, courez et appelez des renforts. La capsule trembla en se détachant de l'indomptable. Par le petit hublot, Hastings pouvait voir la bataille faire rage autour d'eux. Des vaisseaux humains échangeaient des tirs avec des croiseurs Vatrine. Des explosions illuminaient le vide. Et devant eux, leur cible, un vaisseau ruche Vatrine, massif et organique. Sa coque était recouverte de ce qui ressemblait à une carapace d'insecte. Sur la passerelle des Indomitables, le capitaine Rivera observait le déploiement tactique. « Combien d'équipes d'abordage sont déployées ? 15 capsules ont été lancées, capitaine, rapporta Okoro. Chacune cible un vaisseau ruche différent. Si nous parvenons à les neutraliser de l'intérieur, nous briserons leur formation. Un plan ambitieux, lieutenant. Espérons que les Vatrines ne s'y attendent pas. Mais les Vatrines s'y attendaient. Sur le vaisseau amiral de la Reine, les alarmes retentirent lorsque les scanners détectèrent les capsules d'abordage. La Reine claqua des mandibules, satisfaite. « Que la proie vienne dans nos ruches. Elle apprendra ce que signifie nous affronter au corps à corps. » La capsule d'Hastings percuta la coque du vaisseau ruche à une vitesse fulgurante, son nez renforcé transperçant le blindage organique. L'impact aurait tué un humain non augmenté. Les Marines l'ont à peine ressenti grâce à l'absorption des chocs de leur armure. « Fracture réussie », rapporta Hastings. Déployés à bord du vaisseau ennemi, la partie avant de la capsule explosa et les Marines se précipitèrent dans le vaisseau Vatrine. Hastings s'attendait à trouver des couloirs, peut-être des conduits de maintenance. Il découvrit quelque chose entre un tunnel et une cavité organique. Les parois pulsaient. Le sol était doux et chaud, et l'odeur, même filtrée par les systèmes de sa combinaison, était entêtante. « Contact front !» cria une voix. Des soldats batterines émergèrent d'ouvertures dans les murs. Ils avaient chacun la taille d'un gros chien, étaient recouverts d'une armure chitineuse, dotée de multiples pattes et de mandibules dégoulinantes d'acide. Ils se déplacèrent rapidement, se faufilant avec la même aisance sur les murs et le plafond. Les marines ouvrirent le feu. Les balles criblèrent les soldats Vatrine. Du sang vert gicla sur les murs palpitants. Mais d'autres continuaient d'arriver, des dizaines, puis des centaines, surgissant de toutes les ouvertures. « Grenade !» ordonna Hastings en sortant une de sa ceinture. L'explosif rebondit dans le couloir et explosa, anéantissant un groupe de Vatrines. L'explosion perça également le mur
et l'atmosphère commença soudain à se dissiper. Les marines, enfermés dans leurs combinaisons, étaient indemnes. Les soldats Vatrine furent aspirés vers la brèche, hurlant de douleur, tandis qu'ils étaient aspirés dans le vide. « Continuez d'avancer », ordonna Hastings. « Nous devons atteindre le cœur du réacteur. » De retour sur le vaisseau amiral du Conseil, l'amiral Kelnos reçut avec incrédulité les rapports concernant l'abordage humain. « Ils se battent à l'intérieur des vaisseaux ruches. C'est du suicide. Les Vatrines n'ont jamais perdu un abordage. » Son officier tactique, un jeune merdaille nommé Telmara, étudiait les tactiques humaines avec une fascination grandissante. « Amiral, les humains ne combattent pas comme nous. Ils ne cherchent pas à neutraliser ou à capturer. Ils détruisent tout sur leur passage, et leur armure leur permet de survivre dans le vide spatial et en milieu toxique. » Kelnos observait son écran tandis qu'un des vaisseaux ruches commençait à gîter, sa puissance fluctuant. Une des équipes humaines avait atteint un point critique. À l'intérieur de ce vaisseau ruche, Hastings et son équipe s'étaient frayé un chemin jusqu'à ce que les services de renseignement avaient identifié comme la chambre du réacteur. C'était un vaste espace organique, grouillant d'une masse pulsante de machines biologiques. Des tubes aussi épais que des troncs d'arbres transportaient des fluides qui luisaient d'une étrange énergie. Au centre se dressait ce qui ressemblait à un cœur gigantesque, battant à un rythme qui faisait trembler toute la pièce. « Posez les charges », ordonna Hastings. « Nous avons 5 minutes avant que cet endroit ne soit envahi par leurs unités lourdes. » Les marines agissaient rapidement, plaçant des charges explosives au point stratégique de la chambre. Mais tandis qu'ils travaillaient, la température montait. Les parois se resserraient, le vaisseau lui-même, conscient de la menace, tentant d'écraser les intrus. « Charge en place », rapporta Yuki. « Mais commandant, nous avons un problème. Notre entrée est bloquée. » Hastings consulta sa carte tactique. Le système biologique du vaisseau avait colmaté la brèche, leur coupant toute issue. « Trouvez une autre sortie, bougez !» Ils coururent à travers des couloirs sinueux, le système immunitaire du vaisseau les attaquant désormais. De l'acide giclait des bouches d'aération du plafond. Les murs semblaient nattes vouloir se contracter et les écraser, tandis que des soldats Vaterines déferlaient de toutes parts. « À gauche, à gauche, à gauche !» cria Hastings en consultant le scanner de sa combinaison. Il indiquait un point faible dans la coque, probablement une gaine de maintenance. Ils l'atteignirent juste au moment où les charges explosives qu'ils avaient mal placées s'éteignirent. L'explosion fut colossale. Le réacteur du vaisseau ruche explosa. L'énergie biologique qu'il contenait déchira le vaisseau de l'intérieur. Hastings et son équipe furent projetés à travers la brèche dans la coque par l'explosion et basculèrent dans le vide. « Indomptable, ici Hastings. Nous sommes en sortie extravéhiculaire et avons besoin d'être récupérés immédiatement. » La réponse de Rivera ne tarda pas. « Bien reçu, commandant. Navette de récupération en route. » Bravo. Mais ce succès n'était que le début. Sur le champ de bataille, d'autres équipes d'abordage humaines obtenaient des résultats similaires. Les vaisseaux ruches Vatrine explosaient les uns après les autres, leurs réacteurs biologiques endommagés par des marines déterminées, combattant dans des conditions qui auraient été fatales à la plupart des espèces du Conseil. La reine Vatrin, la rage grandissante, regardait sa flotte se réduire comme peau de chagrin. Ces humains combattaient avec une brutalité à la mesure de celle de sa propre espèce. Ils ne craignaient pas la mort, ils n'hésitaient pas, et leurs armes étaient conçues pour la destruction totale. « Déployez l'arme biologique », ordonna-t-elle. « Libérez l'essaim dévorant. » Du vaisseau de la reine, un nuage d'organismes microscopiques fut libéré. Chacun d'eux était une arme génétiquement modifiée, capable de consumer aussi bien la matière organique qu'inorganique. Le nuage se propagea rapidement, dérivant vers la flotte humaine, tel un brouillard maléfique. La première frégate humaine qui le rencontra commença à se dissoudre. Les plaques métalliques de la coque se bloquèrent et se liquéfièrent.
Les systèmes du vaisseau tombèrent en panne, les câbles et les circuits étant consumés. En moins de 90 secondes, le vaisseau entier fut réduit à un nuage d'atomes. 2 autres vaisseaux humains subirent le même sort avant que Rivera ne comprenne ce qui se passait. Tous les vaisseaux. Dispersion d'urgence, ordonna-t-elle. Ne vous laissez pas atteindre par ce nuage. Mais l'arme biologique se propageait, grossissant à mesure qu'elle absorbait de la matière. Elle fonçait droit sur la station du Conseil, où des millions de civils s'étaient réfugiés. Okoro regarda son capitaine. Nous ne pouvons pas le semer, et les armes conventionnelles ne pourront rien contre une chose aussi petite. Rivera fixa l'écran, observant la progression du nuage mortel. Puis, elle consulta son panneau d'armement et appuya sur une séquence nécessitant son autorisation. Artillerie, préparez le protocole Nova. Le silence se fit sur le pont. Le protocole Nova était l'arme la plus destructrice de l'humanité. Un dispositif capable de générer l'équivalent de l'énergie d'une étoile miniature en une impulsion contrôlée. Il n'avait jamais été utilisé au combat. Les essais à eux seuls avaient stérilisé une lune entière. Capitaine, le protocole Nova déstabilisera l'orbite de toute planète proche, avertit Okoro. Je sais. Feu à volonté. L'arme principale de l'indomptable se chargea, puisant son énergie dans tous les systèmes du vaisseau. Les lumières s'atténuèrent là. Le système de survie passa au minimum, puis l'arme fit feu. Un jet d'énergie de fusion pure traversa l'espace, frappant le nuage d'armes biologiques en plein centre. La température atteignit des niveaux comparables à ceux du cœur d'une étoile. Les organismes microscopiques furent instantanément vaporisés, ainsi que plusieurs vaisseaux Vatrine qui se trouvaient à proximité. L'arme biologique avait disparu, mais les capteurs révélèrent aussitôt un nouveau problème. Le dégagement d'énergie avait légèrement dévié la planète natale des merdailles de son orbite. Peu de choses, certes, mais suffisant pour provoquer des changements climatiques catastrophiques en quelques mois. Rivera ferma brièvement les yeux. Ils avaient moins gagné la bataille, mais avaient peut-être condamné ceux-là, même qu'ils étaient venus sauver. À la station du Conseil, Raltos reçut les données orbitales et sentit son cœur se serrer. Puis, contemplant son peuple, sain et sauf, il prit une décision. Ouvrir une liaison avec le capitaine Rivera. Lorsque le visage de l'humaine apparut sur son écran, Raltos prit la parole avant même qu'elle n'ait pu dire un mot. « Vous nous avez sauvés, capitaine. Nous réglerons ensemble ce problème orbital. Pour l'instant, acceptez notre gratitude. » acquiesça lentement Rivera. Les Vatrines battent en retraite. Mais je ne pense pas que ce soit terminé. Elle avait raison. Les capteurs à longue portée indiquaient que la flotte Vatrine se retirait. Mais derrière elle, quelque chose de bien plus imposant approchait. Beaucoup plus imposant. La salle du Conseil était plongée dans le chaos. L'ambassadeur Alto se tenait au centre, entouré de conseillers furieux représentant une douzaine d'espèces. Les avant-bras du haut chancelier Vormak s'agitaient frénétiquement tandis qu'il hurlait des accusations. Vous avez appelé des humains sans autorisation. Vous avez introduit des armes de destruction massive dans notre espace. Et maintenant, l'orbite de notre monde natal se détériore. Arrêtez-le. Des agents de sécurité, membres de l'espèce Brektar à la peau de pierre, se dirigèrent vers Raltos. Mais avant qu'ils ne puissent l'atteindre, les portes de la salle s'ouvrirent. Le capitaine Rivera entra, flanqué de 4 marines humains en armure complète. Les officiers Brektar s'arrêtèrent, ne sachant que faire. « Ceci est une séance du Conseil à huis clos, » déclara Vormak. « Vous n'avez aucune autorité ici, humain. » Le visage de Rivera était glacial. « Vous nous avez appelés à l'aide, » répondirent-ils. « Nous avons sauvé votre peuple, et maintenant, vous arrêtez la seule personne qui a eu le courage de nous demander de l'aide? Je ne crois pas. »« Les dégâts orbitaux !» protesta un autre conseiller. « La planète Merdaille deviendra inhabitable, et nous y remédions, » répondit Rivera. « Mes équipes d'ingénieurs travaillent déjà à sa stabilisation, mais cela prendra du temps et nécessitera une coopération.
Arrêter Raltos n'aidera personne. Telmara, la jeune officière Merdaille qui avait étudié les tactiques humaines, se leva de son poste tactique. « Bonjour, chancelier, puis-je vous parler ?» Vormak parut agacé, mais acquiesça. Telmara était respecté malgré son jeune âge. J'ai analysé les données de la bataille. La force vatrine que nous avons affrontée n'était qu'une flotte de reconnaissance. Les capteurs à longue portée indiquent que leur armada principale approche. Elle est 10 fois plus importante que celle que nous venons de combattre. Sans les humains, nous disparaîtrons d'ici. Quelques jours, peut-être devrions-nous parler d'alliance plutôt que d'arrestation. Un silence pesant s'installa dans la salle. La peau de Vormak devint gris pâle. 10 fois plus grand, confirmé, dit-il Mara, en affichant les données des capteurs sur le projecteur holographique. L'image montrait des centaines de marqueurs rouges se dirigeant tous vers l'espace du Conseil. Et ce n'est pas tout. Les Vautrines ont envoyé un émissaire. Ils souhaitent négocier. Avec nous demanda Vormak. Non au chancelier, avec les humains. Rivera n'en fut pas surprise. Elle s'y attendait. La reine Vatérine avait tiré une leçon importante de leur bataille. Les humains n'étaient pas des proies, et les prédateurs se comprenaient d'une manière que les proies ne pourraient jamais. L'émissaire arriva 12 heures plus tard à bord d'une petite navette Vatérine. Rivera l'accueillit dans le hangar de l'Indomptable, en présence d'une escouade complète de marines. L'émissaire était plus petit que les soldats qu'ils avaient à affronter, sa carapace ornée de motifs complexes qui suggéraient un rang élevé. Lorsqu'il parla, la traduction fut limpide. « Je suis Kelvix, la voix haute. Je parle au nom de la reine-mère. Vous nous avez impressionnés, nous autres humains. Nous avons conquis 40 espèces, aucune n'a combattu comme vous. Nous souhaitons vous comprendre. » « Comprendre exige de communiquer, » répondit Rivera. « Et votre reine a tenté de dissoudre mes vaisseaux avec une arme biologique. Cela ne présage rien de bon pour la paix. » Les mandibules de l'envoyé claquèrent, peut-être par amusement. « Nous testons toutes nos proies. Tu es la première à réussir l'épreuve. La reine demande « Pourquoi combattu pour le conseil ?» Ils te craignent. Ils t'ont mise en quarantaine. Ils auraient préféré te voir mourir plutôt que de risquer un contact. Rivera réfléchit longuement à sa réponse, car quelqu'un a demandé de l'aide. Cela suffit. La pitié est une faiblesse dans le néant. La pitié et la faiblesse ne sont pas synonymes. Nous vous l'avons prouvé au combat. L'envoyé parut réfléchir. La reine souhaite connaître l'emplacement de votre planète d'origine. La Terre. Nous avons consulté nos bases de données, mais n'avons trouvé que des rumeurs et d'anciennes données de quarantaine du Conseil. Cette information est indisponible, déclara Rivera d'un ton neutre. Nous finirons par la trouver. Nous la trouvons toujours. Rivera s'approcha de l'envoyé, le visage grave. Alors vous trouverez une planète qui engendre des guerriers. Un monde où le climat cherche à vous tuer, où l'océan regorge de prédateurs, où même les plantes peuvent être mortelles. Vous trouverez 7 milliards d'humains qui se préparent à ce moment, depuis que nous avons levé les yeux vers les étoiles. Venez sur Terre si vous le souhaitez, mais sachez que vous affronterez une espèce jamais conquise. L'envoyé garda le silence un long moment. Puis, il reprit la parole, et son ton était différent. On aurait dit du respect. Je transmettrai vos paroles à la reine, elle les examinera. Mais sache-le, humain, la flotte principale viendra de toute façon. Et quand elle arrivera, nous verrons si ton courage est à la hauteur de tes paroles. Après le départ de l'émissaire, Rivera retourna sur la passerelle. Okoro l'attendait avec des nouvelles de la stabilisation orbitale. Nos équipes d'ingénieurs ont déployé des ancres gravitationnelles autour de la planète natale des Merdailles. C'est une opération délicate, capitaine. Nous essayons en fait de remettre une planète en place grâce à des champs gravitationnels contrôlés. Y parviendrons-nous? À terme. Mais nous avons besoin de la coopération des ingénieurs du Conseil. Ils connaissent mieux que nous les propriétés uniques de leur planète. Rivera acquiesça. Organisez une réunion. Okoro, quel est l'état de notre flotte? Nous avons perdu 3 vaisseaux à cause de l'arme biologique. 7 autres sont gravement endommagés. Les pertes d'équipage s'élèvent à 12%. Les Vatrines nous ont durement frappés et ils déploient une force 10 fois supérieure.
Sur la planète natale des Merdailles, Relto se tenait dans la salle de décision du Conseil, enfin libre grâce à l'intervention de Rivera. Autour de lui, les conseillers débattaient du rôle de l'humanité dans la bataille imminente. Le débat faisait rage depuis des heures. Nous devrions accepter le commandement humain, plaida Telmara. Elle avait été promue suite à la précision de ses rapports de renseignement. Leur tactique fonctionne. Les nôtres ont échoué pendant 3 jours consécutifs. Accepter le commandement des habitants des mondes de la mort. Le conseiller Mévros secoua la tête. Cela créerait un dangereux précédent. Aujourd'hui, ils commandent nos flottes. Demain, ils commanderont nos gouvernements. Demain, nous n'existerons peut-être plus, intervint Raltos. La flotte principale de Vatérine arrive dans 40 heures. Nous devons décider maintenant. Vormak se tenait au centre de la salle, les 4 bras levés dans un geste de réflexion. Le haut chancelier avait été contraint de revoir nombre de ses hypothèses ces derniers jours. Je propose un compromis, une structure de commandement conjointe, une doctrine tactique humaine, mais sous la supervision du Conseil. Nous apprenons d'eux tout en préservant notre souveraineté. Ce n'était pas parfait, mais c'était un progrès. Le vote fut adopté de justesse. Le capitaine Rivera reçut la proposition du Conseil et l'accepta. En quelques heures, les officiers humains et ceux du Conseil travaillaient côte à côte au sein du centre d'opération commun. Telmara fut affecté comme officier de liaison auprès des Indomptables. À son arrivée à bord du vaisseau humain, la gravité faillit l'écraser. Elle s'effondra avant même d'avoir fait 3 pas. Les membres d'équipage humain se précipitèrent à son secours et la transportèrent jusqu'à l'infirmerie. La docteure, une femme nommée Park, examina Telmara avec une précision chirurgicale. Votre espèce a évolué sur une planète à faible gravité. Chez nous, elle est 10 fois plus élevée. Vous aurez besoin d'un exosquelette pour vous déplacer. On équipa Telmara d'un exosquelette motorisé qui compensait l'écrasante gravité. Il lui fallut 1 heure pour apprendre à marcher avec. Chaque pas exigeait de la concentration. Et c'était normal pour les humains. C'était leur quotidien. « Comment fonctionnez-vous dans ces conditions ?» demanda-t-elle à Park. Le docteur sourit. « C'est une gravité légère pour nous. La Terre est plus lourde. Nous sommes faits pour les environnements à haute pression et forte gravité. Cela nous rend forts, mais aussi denses. On ne flotte pas sans effort. On se casse des os en tombant mal, mais on s'adapte. » Telmara y pensait en se dirigeant vers le pont. Les humains n'étaient pas invincibles. Ils avaient simplement choisi de transformer leur faiblesse en force. La forte gravité les avait contraints à construire des navires plus robustes. Leur monde dangereux avait fait d'eux de redoutables guerriers. Leur passé conflictuel avait fait d'eux des tacticiens hors pair. Sur la passerelle, Rivera coordonnait ses actions avec d'autres capitaines humains. « Nous avons 40 heures pour nous préparer. Les Vatrins vont tout nous attaquer. Je veux que nos vaisseaux soient positionnés en sphère défensive autour de la station du Conseil. Des champs de tir qui se chevauchent, pas d'interstice. »« Capitaine » dit-il à Mara, encore en train de s'habituer à son exosquelette. « J'ai le plan de déploiement de la flotte du Conseil. Où les voulez-vous » Rivera étudia l'affichage tactique. Ici, ici et ici, en position de soutien. Leurs boucliers sont meilleurs que les nôtres. Ils peuvent encaisser les coups pendant que nous infligeons des dégâts. C'était une stratégie judicieuse. Utiliser les forces de chaque armée pour compenser les faiblesses de l'autre. Télémaras ressentit une lueur d'espoir. Peut-être avait-il une chance, mais les capteurs longue portée se mirent à jour, et cet espoir se réduisit en cendres. La flotte principale Vatrin était arrivée en avance, et elle n'était pas 10 fois plus importante que la force de reconnaissance. Elle l'était 20 fois plus. Le ciel se remplit de marqueurs rouges. Des milliers. La flotte principale Vatrin émergea d'un voyage supraluminique, telle une nuée de sauterelles. Des milliers de vaisseaux, des petits chasseurs, aux gigantesques porte-ruches, chacun étant une arme de guerre biologique. Sur chaque pont, des alarmes retentirent sur tous les vaisseaux humains et du Conseil. Le capitaine Rivera, posté sur la passerelle de l'Indomptable, observait la scène tactique avec une détermination. Farouche. Rassemblement général. Protocole Thermopiles activé. À ses côtés, Telmara semblait perplexe. Qu'est-ce que Thermopiles ? Une ancienne bataille humaine, expliqua Rivera, les yeux rivés sur l'écran. 300 guerriers,
ont tenu un étroit passage face à une armée de millions d'hommes. Ils savaient qu'ils allaient mal mourir, mais ils ont gagné du temps pour permettre à leur peuple de s'échapper. C'est notre mission aujourd'hui. Nous tenons ce passage pendant que les civils évacuent. Mais capitaine, il leur faut au moins 40 heures pour évacuer complètement. Pourrons-nous tenir aussi longtemps? Le visage de Rivera était dur. Nous tiendrons ou nous mourrons en essayant. Ce sont les seules options. Sur le vaisseau amiral du Conseil, l'amiral Kelnos nourrissait des pensées similaires. Il avait commandé des flottes pendant 20 ans, respectant toujours les règles d'engagement civilisé. Force minimale, négociation maximale, préserver la vie à tout prix. Mais ces mêmes règles avaient conduit ces hommes au massacre. Il apprenait désormais de nouvelles règles auprès des habitants des mondes de la mort. Tous les vaisseaux du Conseil prennent les positions bêta à delta, ordonna-t-il. Superposez vos boucliers avec ceux des vaisseaux humains. S'ils tirent, nous absorbons leurs tirs. Dès que nous avons une ouverture, ils tirent. Le plan tactique de Telmara est approuvé. La flotte combinée forma une sphère défensive autour de la porte de Corvallis, unique voie supraluminique stable vers les systèmes centraux du Conseil. Si les Vatrines parvenaient à franchir le portail, des milliards d'êtres périraient. Il fallait absolument le défendre. Le gigantesque vaisseau amiral de la reine Vatrine flottait au centre de sa flotte, un engin si immense qu'il possédait sa propre gravité. À l'intérieur, la reine scrutait le champ de bataille grâce à ses yeux composés, capables de percevoir des spectres invisibles à l'œil nu. « Position défensive des proies », annonça Kelvix d'une voix aiguë. « Ils comptent nous retarder. »« Alors nous leur montrerons que l'attente est vaine, » répliqua la reine. « Assaut général, force écrasante, écrasez-les !» La flotte vatérine déferla comme un raz-de-marée de chitine et d'acide, des milliers de vaisseaux fonçant sur quelques centaines de défenseurs. Les chances étaient infimes. Les espèces du Conseil, observant la scène depuis les vaisseaux d'évacuation, murmuraient des prières aux dieux d'une douzaine de mondes. Puis les humains ouvrirent dans le feu. Le vide s'illumina de tirs de canons électromagnétiques, de missiles et de lasers. La précision des tirs humains était redoutable, mortelle et efficace. Chaque tir était calculé pour infliger un maximum de dégâts. Des dizaines de vaisseaux Vithrine explosèrent, mais des dizaines d'autres prirent leur place. Bouclier à 70%. Okoro fit son rapport sur pied. L'indomptable. Les Bathrines concentrent leurs tirs sur notre position. Qu'ils fassent comme ils veulent, dit Rivera. Barre, pivotez le vaisseau. Montrez-leur notre blindage tribord. Il est intact. Le cuirassé massif pivota sur son axe, présentant des sections intactes aux tirs ennemis, tandis que les parties endommagées s'étaient retirées pour des réparations d'urgence. Cette tactique exigeait une habileté incroyable du timonier et une coordination parfaite avec les artilleurs. À bord d'un destroyer du Conseil voisin, le capitaine Vexnor, de l'espèce aquilienne, observait avec stupéfaction la manœuvre du vaisseau humain. Ils utilisent leur navire comme un bouclier et une épée à la fois, approuva son officier tactique. Les humains agissent selon des principes que nous n'avions jamais envisagés. Leurs vaisseaux sont conçus pour encaisser les dégâts et poursuivre le combat. Une alarme de proximité retentit. 3 croiseurs Vatrines perçaient les lignes ennemies, fonçant droit sur le destroyer. « Manœuvre d'évitement !» ordonna Vexenor. Mais avant que son vaisseau ne puisse bouger, l'indomptable changea de position, son imposante masse s'interposant entre le destroyer et les assaillants. Les obus acides Vatrines s'écrasèrent contre le blindage de l'indomptable, et les lasers de défense rapprochés du vaisseau humain réduisirent les assaillants en miettes. Rivera ouvrit un canal de communication. « Vaisseau du Conseil, maintenez votre position. Nous vous couvrons. » Vexnor ressentit un sentiment inattendu, de la gratitude mêlée de honte. Les humains les protégeaient, encaissant des coups destinés aux vaisseaux du Conseil. Ces prétendus monstres donnaient leur vie pour des espèces qui les avaient craints. La bataille fit rage pendant 6 heures d'affilée.
Sans répit, sans pause, un combat incessant. Les équipages humains se relayaient, mais les Vatrines semblaient infatigables. Leurs vaisseaux biologiques n'avaient besoin d'aucun répit. Le commandant Hastings mena de nouveau des équipes d'abordage, cette fois-ci contre les vaisseaux de ravitaillement Vatrines. Perturber la logistique ennemie pourrait ralentir l'assaut. Ces marines se frayaient un chemin à travers des couloirs de chair vivante, posant des explosifs et repoussant des soldats Vatrines qui semblaient apparaître sans cesse. « Charge posée », annonça-t-il. « Extraction nécessaire. » Mais cette fois, l'extraction ne fut pas chose aisée. Une unité lourde Brektar était immobilisée non loin de là, encerclée par des guerriers Vatrines. Ces extraterrestres à la peau de pierre étaient certes robustes, mais non équipés pour le combat en apesanteur. « Détour », décida Hastings. « Nous allons les récupérer. » Son équipe localisa les soldats Brektar à un carrefour. Leurs armes lourdes tenaient les Vatrines à distance, mais leurs munitions commençaient à s'épuiser. Le chef, un guerrier nommé Grom, parut surpris de voir des humains apparaître à ses côtés. « Vous êtes venus pour nous ? » « Nous combattons ensemble ou nous mourrons séparés, » répondit Hastings, tandis que ses marines formaient un périmètre défensif. « En avant !» Ils se frayèrent un chemin ensemble, humains et Brektar se couvrant mutuellement. Lorsque l'arme de Grom fut à court de munitions, un marine humain lui en tendit une de rechange. Lorsqu'un marine fut blessé, les bras puissants de Grom le mirent à l'abri. Au moment d'atteindre le point d'extraction, les deux groupes s'étaient mutuellement sauvé la vie à plusieurs reprises. Sur le front, la situation se dégradait. 20 heures après le début du combat, la flotte humaine avait perdu 8 vaisseaux supplémentaires. 15 vaisseaux du Conseil avaient été détruits. Les Vatrines continuaient d'arriver, vague après vague. « Nous ne pouvons pas tenir », admit l'amiral Kelnos sur le canal de commandement. « Capitaine Rivera, nous devons envisager un repli. » « Négatif », répondit Rivera. « Les civils ne sont pas entièrement évacués. Nous tenons bon. Ils vont nous submerger. Et ils paieront de leur sang chaque mètre. » Telmara, coordonnant les forces humaines et celles du Conseil, remarqua quelque chose sur son écran tactique. Les Vatrines concentraient leurs forces sur un secteur de la sphère défensive, tentant de percer les lignes ennemies. S'ils y parvenaient, ils couperaient la flotte alliée en deux. Capitaine Rivera, ils visent le point de jonction suivant. S'ils y parvenaient, ils couperaient la flotte alliée en deux. Capitaine Rivera, ils visent le point de jonction 7. Si cette position tombe, je le vois, interrompit Rivera. Tous les vaisseaux renforcent le point 7. Repositionnement d'urgence. Mais déplacer les vaisseaux prenait du temps et les Vatrines commençaient déjà à percer les lignes. Une douzaine de vaisseaux russes s'écrasèrent sur la ligne de défense. Leur masse et leur inertie leur permirent de franchir la première ligne. Sur la station du Conseil située derrière la flotte, les civils assistaient avec horreur à l'élargissement de la brèche Vatrin. Les mères serraient leurs enfants dans leurs bras. Les personnes âgées se préparaient à la mort. Soudain, un événement inattendu se produisit. Un vaisseau du Conseil, une petite frégate commandée par un jeune officier nommé Rikstal, rompit la formation. Au lieu de battre en retraite, il fonça droit sur la brèche de Vatrine. Le capitaine ouvrit un canal de communication qui diffusa des informations à toute la flotte. Trop longtemps, nous nous sommes cachés derrière la miséricorde et la civilisation, pendant que d'autres combattaient. C'est fini. Aujourd'hui, nous apprenons de nos alliés humains. Aujourd'hui, nous combattons comme des guerriers. La frégate a percuté à pleine vitesse le vaisseau russe Vatrine de tête. L'impact a détruit les deux vaisseaux, mais a colmaté la brèche suffisamment. Longtemps pour permettre aux autres vaisseaux de se repositionner. Le capitaine Rikstal mourut sur le coup, mais son sacrifice inspira les autres. 3 autres vaisseaux du Conseil chargèrent la brèche, utilisant des tactiques humaines, encaissant les dégâts pour en infliger. L'avancée des Vatrines fut stoppée. À bord de l'Indomptable, Rivera observait la scène avec surprise et respect. Ils apprennent. Okoro, met à jour la doctrine tactique. Coordination avec les forces du Conseil pour le schéma d'assaut combiné Gamma. Capitaine,
Cette manœuvre exige une synchronisation parfaite entre nos navires et les leurs. Alors nous y parviendrons, signalez l'amiral Kelnos. Dites-lui qu'il est temps de cesser de se battre comme des proies et de commencer à se battre comme des prédateurs. La bataille du Wa'atar dura 30 heures. Les équipages humains étaient épuisés, ne tenant plus qu'à force de stimulants et de détermination. Les équipages du Conseil étaient terrifiés, mais tenaient bon, et les Vatérines, pour la première fois de leur histoire, faisaient face à un ennemi qui refusait de céder. Soudain, des capteurs à longue portée détectèrent quelque chose d'inhabituel. Une signature énergétique massive provenant du vaisseau amiral de la reine Vatrine. Elle préparait son arme ultime, la même arme biologique qui avait déjà détruit des vaisseaux humains. Mais cette fois, ils étaient peine prêts. Rivera avait passé la journée précédente à travailler avec les scientifiques du Conseil pour développer une contre-mesure. La technologie des boucliers aquiliens, combinée aux armes à impulsion électromagnétique humaine, pourrait potentiellement neutraliser l'arme biologique. Tous les vaisseaux, préparez-vous au barrage IEM à mon signal, ordonna Rivera. Vaisseau du Conseil, bouclier Saaka à pleine puissance. Nous n'avons qu'une seule chance. La reine Vatrine a déclenché son arme, un nuage de nano-organismes dévorants qui s'est répandu dans l'espace vers la flotte alliée. C'était la mort incarnée, un brouillard gris qui dissolvait tout sur son passage. Feu! Chaque vaisseau humain a simultanément activé son arme IEM, créant une puissante impulsion électromagnétique. Les vaisseaux du Conseil ont concentré l'énergie de leurs boucliers en un faisceau focalisé. La combinaison des deux effets a créé un champ d'énergie impénétrable pour l'arme biologique. Le nuage gris a heurté ce champ et s'est immobilisé, incapable de progresser. Les impulsions électromagnétiques perturbèrent alors la structure du nano-organisme, et le nuage entier se dissipa en particules inoffensives. À bord de son vaisseau amiral, la reine Vatrine ressentit une émotion inédite. Le doute. Ces humains et leurs alliés avaient repoussé toutes ses attaques. Ils s'étaient adaptés, avaient appris et avaient refusé de se rendre. Elle ouvrit un canal de communication, diffusant un message à la flotte humaine. Combattez bien, proie qui n'en est pas une, mais vous ne tiendrez pas éternellement. Ma flotte est infinie. La réponse de Rivera fut immédiate. Tenez éternellement. Ma flotte est infinie. La réponse de Rivera fut immédiate et glaciale. Votre flotte est importante, mais pas infinie. Et nous avons tenu 30 heures. Nous pouvons tenir 30 heures de plus. Combien de vaisseaux êtes-vous prête à perdre, reine? Car nous les détruirons tous avant de céder. 42e heure du siège de Corvallis Gate. L'évacuation, les transports transportant des millions de membres du Conseil et de civils ont enfin franchi le périmètre défensif, sautant à l'abri grâce à la vitesse supraluminique. Sur la passerelle des Indomitables, les membres d'équipage épuisés s'accordaient un instant de répit. « Les civils sont hors de danger », annonça Okoro, la voix rauque après des heures de communication incessante. Tous les transports ont été évacués avec succès, confirma lentement le capitaine Rivera d'un signe de tête. Son équipage avait tenu bon pendant 42 heures contre toute attente. Le plus dur restait à faire. Tous les vaisseaux entament leur retrait progressif. Protocole Oméga. Nous évacuons tout le monde. Mais les capteurs à longue portée révélaient un problème. Les Vatrines avaient positionné des vaisseaux pour bloquer les voies de retraite. Ils voulaient piéger la flotte alliée, forcer une confrontation finale, et au centre de la formation Vatrine, l'immense vaisseau amiral de la reine vibrait d'énergie. « Capitaine, dit Okoro d'une voix calme, nous ne pouvons pas nous retirer avec ces vaisseaux qui nous bloquent. Nous perdrons la moitié de notre flotte en tentant de percer leurs lignes. » Rivera étudia la situation tactique. Il avait raison. Les Vatrines avaient tiré les leçons de la bataille et adapté leur tactique. Désormais,
Ils utilisaient des stratégies humaines contre eux, encercler, submerger, accepter des pertes pour atteindre leurs objectifs. Alors, nous avons changé de stratégie, décida Rivera. Appelez-moi commandant Hastings. Hastings apparut sur l'écran de communication, son armure brûlée et endommagée par des heures d'abordage. Capitaine, je vous demande l'impossible. Ce vaisseau amiral, le vaisseau de la Reine, je vous prie d'y pénétrer et de désactiver son réacteur. Si nous neutralisons son centre de commandement, la flotte se brisera. Hastings consulta le schéma tactique affichant le vaisseau de la Reine. Il était encerclé par des centaines de vaisseaux Vatrines, protégés par plusieurs couches de défense. L'atteindre était suicidaire. Y pénétrer était impossible. Et en sortir relevait du fantasme. Compris, capitaine. Je n'aurai besoin que de volontaires. C'est un aller simple. Vous serez exfiltré, commandant. Je vous le promets. Hastings avait rassemblé une équipe de 20 marines, tous volontaires. Mais, en arrivant en gare, il constata qu'il n'était pas seul. Grom, le guerrier Brektar que son équipe avait sauvé plus tôt, l'attendait avec 10 de ses soldats. « Vous nous avez sauvés ?» dit simplement Grom. « Maintenant, nous combattons à vos côtés. C'est la voie de l'humanité, n'est-ce pas? Restez unis. » Hastings ressentit une vague de respect. C'est ainsi que vont les humains, n'est-ce pas? Restons unis. Hastings ressentit une vague de respect. C'est ainsi que vont les humains. Bienvenue à bord. La capsule d'abordage décolla, appuyée par une attaque désespérée de chasseurs qui détourna l'attention des Vatrines du petit vaisseau. Elle perça la coque du vaisseau de la Reine à un endroit où les renseignements humains indiquaient des points faibles. L'équipe mixte humaine et Brektar se déploya dans le chaos. L'intérieur était différent de celui des autres vaisseaux Vatrines. Ce n'était pas un simple vaisseau, mais un véritable palais. Une architecture organique se mêlait à un design réfléchi, et partout, des gardes d'élite Vatrines, plus grands et plus dangereux que les soldats ordinaires. « Avancez vite, frappez fort », ordonna Hastings. Son équipe progressa. Les humains apportèrent scientilesse et précision. Les Brektar, force brute et résistance. Lors de l'attaque des gardes Vatrines, les deux espèces se complétèrent à merveille. Sur le pont de l'Indomptable, Telmara supervisait plusieurs combats simultanément. Son exosquelette lui semblait désormais une seconde peau après des jours d'utilisation. Elle avait appris à penser comme une tacticienne humaine, agressive, adaptable, prête à prendre des risques. « Capitaine Rivera », dit-elle en désignant une section de la flotte Vatrine. « Leur formation s'affaiblit ici. Si nous concentrons nos tirs, nous pourrons créer une brèche pour la retraite. » D'accord. Signalez à tous les navires. Assaut concentré sur les coordonnées transmises par Telmara. Concentrez toutes vos forces sur ce point. La flotte alliée, vaisseaux humains et du Conseil opérant en parfaite coordination, concentra sa puissance de feu combinée sur un seul secteur du blocus Vatrine. Canons électromagnétiques, armes à énergie, missiles et même attaques par éperonnage. Les lignes Vatrines plièrent sous l'assaut. Au cœur du vaisseau de la Reine, Hastings et son équipe se frayèrent un chemin à travers des couloirs qui semblaient se transformer sans cesse. Le vaisseau lui-même défendait sa maîtresse. Des murs menaçaient de les écraser. Des sols s'ouvraient sur des gouffres. Des compartiments inondés de gaz toxiques par ici, cria Grom. Le sens de l'orientation innée de son espèce se révélait inestimable dans ce labyrinthe intérieur. Ils atteignirent une immense salle et, en son centre, se trouvait la reine elle-même. Elle était gigantesque, 3 fois plus grande que ses soldats, sa carapace ornée de motifs complexes qui luisaient d'une bioluminescence éclatante. Autour d'elle se tenaient des dizaines de gardes royaux, les guerriers Vatrines les plus redoutables qui soient. « Alors, la proie vient à moi », dit la reine, sa voix traduite par leur système de communication. « Vous êtes courageux, téméraire, mais courageux. Quel est votre nom, humain? Commandant Hastings, service terrestre. Je suis la reine Zarvet, mère des ruches, conquérante de 40 espèces, et vous, Hastings de la Terre, êtes la première proie à atteindre mon sanctuaire. Vous avez mérité de savoir pourquoi nous combattons. Nous ne conquérons pas par plaisir.
Nous conquérons pour survivre. Notre espèce consomme, elle doit consommer pour vivre. Nous sommes l'arme parfaite de l'évolution. L'arme parfaite de l'évolution vient de s'incliner face à une coalition d'espèces proies, répliqua Hastings. Il est peut-être temps de faire évoluer quelque chose de nouveau, comme la coopération. Les mandibules de la reine claquèrent, dans un bruit qui ressemblait fort à un rire. Vous combattez pour protéger des espèces qui vous craignent. Pourquoi? Parce que quelqu'un a demandé de l'aide. La reine resta silencieuse un long moment, puis elle fit signe à ses gardes de se retirer. Vous pourriez me tuer maintenant. Posez vos explosifs et détruisez ce vaisseau, mais je souhaite parler à votre capitaine Rivera. En face à face, accepterez-vous de négocier ou devons-nous poursuivre le combat? À bord de l'Indomptable, Rivera reçut avec surprise la transmission d'Hastings. La reine veut négocier. Après 42 heures de combat, elle dit n'avoir jamais rencontré d'espèce comme la nôtre, capitaine. Elle souhaite comprendre. Rivera prit une décision impensable au début de la bataille. Dites-lui que je viendrai la voir. Mais Hastings, si c'est un piège, vous êtes autorisé à mener à bien votre mission. 20 minutes plus tard, Rivera se tenait dans la chambre de la reine, entouré de gardes vautrines, mais protégé par Hastings et son équipe mixte de Brechtar. La reine scrutait le capitaine humain de ses yeux composés, qui ne laissaient rien passer. « Vous êtes petite, observa la reine. Fragile, sans armes naturelles, sans armure. Et pourtant, vous avez commandé une flotte qui a résisté à des forces supérieures, en nombre qui aurait dû vous submerger. Comment ?» Rivera soutint le regard de l'extraterrestre sans crainte. « Parce que nous ne sommes pas des individus. Nous sommes un collectif de notre espèce. Chaque humain, chaque membre du Conseil, lutte pour le même but. Vous nous voyez comme des proies, mais nous nous voyons comme des survivants. Et les survivants ne renoncent jamais. Je souhaite en savoir plus sur votre monde, la Terre. Pourquoi? Pour l'ajouter à votre liste de conquêtes? Non, pour comprendre ce qui forge des guerriers comme vous. La reine remua son imposante stature. J'ai conquis 40 espèces. Toutes ont supplié, négocié, tenté de racheter leur survie avec des ressources. Vous n'avez offert que défis et destruction mutuelle. Je n'ai jamais rien vu de tel. Toute mon espèce n'a jamais connu cela. Rivera réfléchit longuement à sa réponse. La Terre est un monde mortel. Gravité intense, climat extrême, prédateurs redoutables. Nous avons évolué dans un environnement qui cherchait à nous anéantir chaque jour. Nous avons appris à nous défendre, à nous adapter, à survivre face à ces prédateurs mortels. Nous avons évolué dans un environnement qui cherchait à nous anéantir chaque jour. Nous avons appris à nous défendre, à nous adapter, à surmonter les obstacles. Mais nous avons aussi appris autre chose. Nous avons appris que survivre c'est plus facile ensemble, que la coopération est une force. Et vous coopéreriez avec nous après que nous ayons tenté de vous exterminer? Cela dépend. Êtes-vous capable de changer? Votre espèce peut-elle apprendre à coexister plutôt qu'à se consumer? La reine resta silencieuse pendant plusieurs minutes. Autour d'eux, le vaisseau sembla retenir son souffle. Finalement, elle reprit la parole. « Je ne sais pas, mais je suis prêt à essayer. Cette bataille m'a appris qu'il existe des forces dans la galaxie. Nous ne pouvons pas simplement les submerger. Vous, les humains, nous avez montré une autre voie, une voie que nous n'avions jamais envisagée. Retirez donc votre flotte, mettez fin à ce siège, et nous discuterons des conditions. Je me retirerai, mais je demande l'asile. Non pas du Conseil que j'ai attaqué, de la Terre. Je souhaite mieux comprendre votre espèce. » Les yeux de Rivera s'écarquillèrent légèrement. La reine Vatérine, conquérante de monde, demandait la protection de l'humanité. L'ironie ne lui échappa pas. 6 mois plus tard, la galaxie s'était transformée d'une manière imprévisible. Le Conseil a officiellement admis l'humanité comme membre à part entière, lui conférant tous les droits et privilèges. La quarantaine de la Terre a été levée et les vaisseaux humains ont pu circuler librement dans l'espace du Conseil. Le programme d'échange avec les habitants des mondes de la mort est devenu la formation la plus prisée de la galaxie. Les espèces du Conseil envoyèrent leurs officiers militaires sur Terre
pour étudier les tactiques humaines, s'entraîner en haute gravité et comprendre la mentalité guerrière forgée dans un monde hostile. Telmara fut parmi les premiers à obtenir ce diplôme. Elle commandait désormais une force opérationnelle conjointe, épaulée par des conseillers humains, aidant les espèces du Conseil à intégrer la doctrine du monde mortel à leur système de défense. La galaxie apprenait que la paix exigeait non seulement une civilisation, mais aussi la force de la défendre. Sur la planète natale des Méridés, désormais stabilisée grâce aux efforts conjugués des ingénieurs humains et du Conseil, l'ambassadeur Raltos rencontra le capitaine Rivera pour un dîner privé. Ils étaient assis dans un restaurant surplombant l'océan, la gravité étant ajustée à des niveaux confortables pour les deux espèces. « J'ai été condamné à mort pour vous avoir contacté », songea Raltos en sirotant un verre. « À présent, je suis célébré comme un héros. L'univers a le sens de l'ironie. » Rivera sourit. « Vous avez pris un risque, il a porté ses fruits. Mais je dois vous demander, qu'auriez-vous fait si nous étions venus en conquérant plutôt qu'en alliés? J'aurais de nouveau appelé à l'aide. Peut-être que la prochaine espèce aurait été plus clémente. » Raltos marqua une pause. « Mais j'ai étudié les humains avant de passer cet appel. J'ai vu votre histoire. Vos guerres, certes, mais aussi votre art, votre philosophie, votre capacité à la fois à détruire et à créer. J'ai parié sur le fait que votre nature profonde l'emporterait. Et si elle avait échoué, au moins nous serions morts au combat plutôt que terrorisés. Vous nous avez enseigné cela. La dignité et la résistance. » À l'autre bout de la galaxie, dans une installation sécurisée en orbite autour de la Terre, la reine Zarvet étudiait la culture humaine avec fascination. Elle avait passé des mois à apprendre leur langue, leur histoire, leurs valeurs. Et peu à peu, elle enseignait une nouvelle voie à son peuple. Les Vatrins commençaient à comprendre que la consommation pouvait englober les idées et non seulement les ressources. Un an après le siège de la porte de Corvallis, un nouvel appel de détresse parvint à l'espace du Conseil. Une petite espèce vivant aux confins de l'univers, attaquée par des pirates, lança un appel au secours désespéré. Cette fois, la réponse fut immédiate. Des vaisseaux humains passèrent en vitesse supraluminique aux côtés des vaisseaux du Conseil, évoluant en parfaite coordination. Les pirates, s'attendant à une proie facile, se retrouvèrent face à Paramount et face à une flotte unie qui avait appris à combattre de concert. Le sauvetage dura moins de 6 heures. Lorsque les êtres reconnaissants demandèrent qui les avait sauvés, ils reçurent une réponse simple. « Nous sommes l'Alliance galactique et nous répondons à l'appel. » La galaxie avait appris une dure leçon au prix du sang et du sacrifice. La force sans compassion est tyrannie, mais la compassion sans force mène à l'extinction. L'humanité les avait tous deux emmenés jusqu'aux étoiles, et ce faisant, elle n'avait pas conquis la galaxie. Elle lui avait simplement appris à rugir.